bonsoir. Ce soir, je t'invite à te laisser porter par une sélection d'histoires courtes mais puissantes. Certaines sont tendres, d'autres plus dures. Il y a de la douceur, de l'amour, de l'espoir, mais aussi de la tristesse, et parfois des adieux silencieux. Certaines auront des airs d'enfance, d'autres seront plus subtiles, avec des messages qui résonnent longtemps après la dernière phrase. Mais toutes, sans exception, contiennent ce que les meilleurs contes savent offrir. Des émotions sincères, des vérités humaines et une forme de beauté qui apaise. Bonne écoute et bonne nuit. Le géant égoïste, un conte d'Oscar Wilde. Chaque après-midi, en revenant de l'école, les enfants allaient jouer dans le jardin du géant. C'était un grand et magnifique jardin, avec une herbe douce et verte. Ça et là, de belles fleurs pareilles à des étoiles parsemaient l'herbe, et il y avait 12 pêchers qui, au printemps, se couvraient de délicates fleurs roses et nacrées, et en automne donnaient des fruits abondants. Les oiseaux se perchaient dans les arbres et chantaient si joliment que les enfants interrompaient leur jeu pour les écouter. « Comme nous sommes heureux ici !» se criaient-ils les uns aux autres. Un jour le géant revint. Il était allé rendre visite à son ami, l'ogre de Cornouailles, et était resté chez lui pendant 7 ans. Quand les 7 années furent écoulées, il avait dit tout ce qu'il avait à dire, car il était peu bavard, et décida de retourner dans son propre château. Lorsqu'il arriva, il vit les enfants qui jouaient dans son jardin. « Que faites-vous ici ?» cria-t-il d'une voix très rude, et les enfants s'enfuirent. « Mon jardin est à moi, rien qu'à moi. Tout le monde peut comprendre cela, et je ne laisserai personne y jouer sauf moi. » Alors il construisit un grand mur tout autour et installa un panneau. Défense d'entrer sous peine de poursuite. C'était un géant très égoïste. Les pauvres enfants n'avaient maintenant plus d'endroit où jouer. Ils essayèrent de jouer sur la route, mais elle était très poussiéreuse et pleine de pierres dures, et cela ne leur plaisait pas. Ils avaient l'habitude d'errer autour du grand mur après leur leçon, et parlaient du beau jardin à l'intérieur. Comme nous étions heureux là-bas, se disait-il. Puis le printemps arriva, et partout dans le pays apparurent petites fleurs et petits oiseaux. Mais dans le jardin du géant égoïste, c'était encore l'hiver. Les oiseaux ne voulaient pas y chanter puisqu'il n'y avait pas d'enfants, et les arbres oublièrent de fleurir. Une fois, une belle fleur pointa sa tête hors de l'herbe, mais en voyant le panneau, elle fut si peinée pour les enfants qu'elle se replongea dans le sol et s'endormit. Les seuls à se réjouir étaient la neige et le givre. Le printemps a oublié ce jardin, alors nous allons y vivre toute l'année. La neige recouvrit l'herbe de son grand manteau blanc, et le givre peignit tous les arbres en argent. Puis ils invitèrent le vent du nord à rester avec eux, et il vint. Il était enveloppé de fourrure, rugissait toute la journée dans le jardin et faisait tomber les cheminées. Cet endroit est délicieux. Nous devrions inviter la grêle. Alors la grêle arriva. Chaque jour, pendant 3 heures, elle tambourinait sur le toit du château jusqu'à casser la plupart des tuiles, puis courait en rond dans le jardin aussi vite qu'elle le pouvait. Elle était vêtue de gris, et son souffle était comme de la glace. « Je ne comprends pas pourquoi le printemps tarde autant, » dit le géant égoïste, assis à sa fenêtre, regardant son jardin froid et blanc. « J'espère que le temps va changer. » Mais le printemps ne vint jamais, ni l'été. L'automne donna des fruits dorés à tous les jardins, sauf à celui du géant. « Il est trop égoïste, » dit-elle. Alors ce fut toujours l'hiver là-bas, et le vent du nord, la grêle, le givre et la neige dansaient au milieu des arbres. Un matin,
Le géant était éveillé dans son lit quand il entendit une musique ravissante. Elle était si douce à ses oreilles qu'il pensa que c'étaient les musiciens du roi qui passaient. En réalité, ce n'était qu'un petit pinson qui chantait sous sa fenêtre, mais cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas entendu un oiseau chanter dans son jardin qu'il lui sembla que c'était la plus belle musique du monde. Alors la grêle cessa de danser au-dessus de sa tête, le vent du nord cessa de rugir, et un délicieux parfum entra par la fenêtre ouverte. « Je crois que le printemps est enfin arrivé, » dit le géant, et il sauta hors du lit pour regarder dehors. Que vit-il ? Il vit un spectacle des plus merveilleux. Par un petit trou dans le mur, les enfants s'étaient faufilés, et ils étaient assis sur les branches des arbres. Dans chaque arbre qu'ils pouvaient voir, il y avait un petit enfant, et les arbres étaient si heureux de les revoir qu'ils s'étaient couverts de fleurs et agitaient doucement leurs branches au-dessus des têtes des enfants. Les oiseaux voltaient en piaillant de joie, et les fleurs regardaient à travers l'herbe verte en riant. C'était une scène magnifique, sauf dans un coin où c'était encore l'hiver. C'était le coin le plus éloigné du jardin, et là se tenait un petit garçon. Il était si petit qu'il ne pouvait pas atteindre les branches de l'arbre, et il tournait autour, en pleurant à chaudes larmes. Le pauvre arbre était encore entièrement couvert de givre et de neige, et le vent du nord soufflait et rugissait au-dessus de lui. « Grimpe, petit garçon !» dit l'arbre, et il baissa ses branches aussi bas qu'il le put. Mais le garçon était trop petit, et le cœur du géant se fondit en le regardant. « Comme j'ai été égoïste, » dit-il, « maintenant je comprends pourquoi le printemps ne voulait pas venir ici. Je vais mettre ce pauvre petit garçon en haut de l'arbre, puis j'abattrai le mur, et mon jardin sera à jamais le terrain de jeu des enfants. » Il était vraiment désolé de ce qu'il avait fait. Alors il descendit l'escalier tout doucement, ouvrit la porte d'entrée sans bruit et sortit dans le jardin. Mais quand les enfants le virent, ils eurent si peur qu'ils s'enfuirent tous, et le jardin redevint l'hiver. Seul le petit garçon ne s'enfuit pas, car ses yeux étaient tellement remplis de larmes qu'il ne vit pas le géant s'approcher. Et le géant s'approcha doucement par derrière, le prit délicatement dans sa main et le posa dans l'arbre. Et l'arbre se couvrit aussitôt de fleurs. Les oiseaux vinrent chanter sur ses branches, et le petit garçon étendit ses deux bras, les passa autour du cou du géant et l'embrassa. Et les autres enfants, voyant que le géant n'était plus méchant, revinrent en courant, et avec eux vint le printemps. « C'est votre jardin maintenant, les enfants, » dit le géant, et il prit une grande hache et abattit le mur. Et quand les gens passèrent à midi pour aller au marché, ils virent le géant qui jouait avec les enfants dans le plus beau jardin qu'ils aient jamais vu. Toute la journée, ils jouèrent, et le soir, ils vinrent dire au revoir au géant. « Mais où est votre petit compagnon ?»« Le garçon que j'ai mis dans l'arbre. » Le géant l'aimait plus que les autres parce qu'il l'avait embrassé. « Nous ne savons pas, » répondirent les enfants. « Il est parti. »« Vous devez lui dire de revenir ici demain, » dit le géant. Mais les enfants dirent qu'ils ne savaient pas où il habitait et ne l'avaient jamais vu auparavant. Et le géant fut très triste. Chaque après-midi, après l'école, les enfants venaient jouer avec le géant. Mais le petit garçon que le géant aimait ne reparut jamais. Le géant était très gentil avec tous les enfants, mais il regrettait son premier petit ami et parlait souvent de lui. « Comme j'aimerais le revoir », disait-il. Les années passèrent, et le géant devint très vieux et très faible. Il ne pouvait plus jouer. Alors il s'asseyait dans un immense fauteuil et regardait les enfants jouer, admirant son jardin. « J'ai beaucoup de belles fleurs, mais les enfants sont les plus belles fleurs de toutes.
Un matin d'hiver, il regarda par sa fenêtre en s'habillant. Il ne détestait plus l'hiver maintenant, car il savait que ce n'était que le printemps endormi et que les fleurs se reposaient. Soudain, il se frotta les yeux avec étonnement et regarda encore. C'était certainement un spectacle merveilleux. Dans le coin le plus éloigné du jardin, se trouvait un arbre entièrement couvert de magnifiques fleurs blanches. Ses branches étaient toutes dorées, et des fruits d'argent pendaient à leurs extrémités, et dessous se tenait le petit garçon qu'il avait tant aimé. Le géant descendit en courant, fou de joie, et se précipita dans le jardin. Il traversa l'herbe à toute vitesse et s'approcha de l'enfant, mais en arrivant tout près, son visage devint rouge de colère, et il dit « Qui a osé te blesser ?» Car sur les paumes des mains de l'enfant se voyaient les marques de 2 clous, et les marques de 2 clous étaient aussi sur ses petits pieds. « Qui a osé te blesser ?» s'écria le géant. « Dis-le-moi, que je prenne ma grande épée et que je le tue. »« Non, ce sont les blessures de l'amour. »« Qui es-tu » demanda le géant. Et une étrange crainte s'empara de lui, et il s'agenouilla devant le petit enfant. Et l'enfant sourit au géant et lui dit « Tu m'as permis de jouer une fois dans ton jardin. Aujourd'hui, tu viendras avec moi dans mon jardin, qui est le paradis. » Et quand les enfants entrèrent dans le jardin cet après-midi-là, ils trouvèrent le géant mort, étendu sous l'arbre, tout couvert de fleurs blanches. La dernière feuille. Un conte de William Sydney Porter. Dans un petit quartier situé à l'ouest de Washington Square, les rues se disloquent drôlement par endroits et forment de petites places. Ces places irrégulières ont un aspect étrange et fourmillent d'angles et de courbes baroques. Les rues s'y croisent elles-mêmes 2 ou 3 fois. Un peintre découvrit un jour dans cette configuration des possibilités pleines de ressources. Supposez qu'un encaisseur, chargé de récupérer chez des artistes l'argent correspondant aux factures de papier, de toile et de peinture. Supposez, imaginez, disait l'artiste, que cet encaisseur, en traversant l'une de ces places, se trouve nez à nez avec lui-même, sans avoir encaissé un centime. C'est ainsi que les artistes ne tardèrent pas à venir rôder dans le vieux village de Greenwich, cherchant des fenêtres situées au nord, des pignons du XVIIIe siècle, des ateliers hollandais et des loyers bon marché. Puis ils importèrent quelques plats d'étain et un réchaud ou 2 de la 6e avenue et finirent par former une colonie. Tout en haut d'un vieil immeuble en briques de 3 étages, Suzy et Joanie avaient leur atelier. L'une était du Maine, l'autre de Californie. Elles s'étaient rencontrées dans un restaurant italien de la 8e rue et s'étaient découvert tant de goûts communs en ce qui concerne l'art, la salade de chicorée et les manches gigots qu'elles avaient résolu de partager le même atelier. Cela se passait en mai. En novembre, un personnage glacial et invisible, que les docteurs appellent la pneumonie, se mit à parcourir la colonie, touchant çà et là les habitants de son doigt froid comme la mort. Dans les bas quartiers de l'East Side, cette ravageuse progressait hardiment, faisant 20 victimes d'un revers de main. Mais elle ralentit son allure pour traverser les petites places étroites et brumeuses. Madame Pneumonie n'était pas ce que l'on peut appeler une vieille dame chevaleresque. Un petit bout de femme de 20 ans, au sang alangui par les zéphyrs de Californie, ne pouvait guère constituer un gibier bien intéressant pour la vieille ménagère aux mains rouges et au souffle court. Mais cela ne l'empêcha point de frapper Joanie. C'est pourquoi celle-ci, allongée sur son petit lit de fer, regardait sans bouger, à travers les petites fenêtres écossaises, le mur triste et nu de la maison voisine.
Un matin, le docteur fit signe à Suzy de le suivre dans un corridor et lui dit en fronçant ses sourcils gros et touffus: « Il y a peut-être une chance sur 10, dit-il en secouant son thermomètre médical. Et cette chance consiste en sa volonté de vivre, cette façon qu'ont certains malades de faire la queue d'avance chez l'entrepreneur de pompes funèbres rend toute la pharmacopée parfaitement inutile. Votre petite amie est persuadée qu'elle ne se relèvera pas. Est-ce qu'elle a quelque chose en tête? Elle voulait aller peindre un jour la baie de Naples, répondit Suzy piteusement. Non, non, quelque chose de plus sérieux que la peinture. Est-ce qu'elle ne pense pas à un homme, par exemple? Un homme? Répondit Suzy d'une voix vibrante. Est-ce qu'un homme vaut mieux que... Non, docteur, elle n'a pas d'homme en tête. Eh bien alors, c'est la faiblesse, répondit le docteur. Je ferai tout ce que la science peut se permettre de faire, tout au moins le peu de science que je possède. Mais chaque fois que mon patient commence à compter les voitures du cortège funèbre, je soustrais 50% du pouvoir curatif de mes médications. Si vous pouvez l'amener à se poser une question au sujet de la nouvelle mode d'hiver pour les manches de manteau, je vous garantis qu'elle aura une chance sur 5 de s'en tirer au lieu d'une chance sur 10. Lorsque le docteur fut parti, Suzy se rendit dans l'atelier et se mit à pleurer amèrement. Puis elle sécha ses yeux et pénétra dans la chambre de Joanie d'un air joyeux, portant sa planche à dessin et sifflant un ragtime. Joanie gisait immobile, le visage tourné vers la fenêtre. C'était à peine si son souffle léger soulevait les couvertures. Suzy cessa de siffler, pensant que son amie était endormie. Elle installa sa planche et se mit à composer un dessin à la plume destiné à un magazine littéraire. Les jeunes peintres doivent se frayer un chemin vers l'art en dessinant des images pour les histoires de magazines que de jeunes auteurs écrivent pour se frayer un chemin vers la littérature. Tandis que Suzy était en train d'adapter à son héros, un cow-boy de l'Idaho, une élégante culotte de cheval et un monocle, elle entendit une sorte de bruit faible et sourd qui semblait provenir du lit derrière elle. Elle se précipita. Les yeux de Joanie étaient ouverts tout grands. Elle regardait par la fenêtre et comptait à reculons. 12, disait Joanie, et un peu plus tard, 11, puis 10, 9, 8, 7. Ces 2 derniers chiffres avaient été prononcés plus vite. Suzy regarda par la fenêtre, intriguée. Que pouvait-on bien compter là-bas? Tout ce que l'on voyait, c'était une cour triste et déserte, et le mur nu de la maison en briques, à une vingtaine de pieds de distance. Un vieux lierre, très vieux, noueux et décrépit, couvrait en partie ce mur. Le souffle froid de l'automne avait déjà arraché de nombreuses feuilles, et les longues lianes dénudées dessinaient des arabesques étranges sur les briques rouges. « Qu'y a-t-il, chérie ?» demanda Suzy. « 6, murmura Joanie. Elle tombe plus vite maintenant. Il y a 3 jours, il y en avait presque une centaine. Ça me donnait mal à la tête de les compter. Mais maintenant, c'est facile. Tiens, en voilà encore une qui s'en va. Il n'en reste plus que 5. 5 quoi, chérie? Dis-le à ta petite Suzy. Des feuilles de lierre. Lorsque la dernière tombera, je partirai aussi. Je le sais depuis 3 jours. Le docteur ne te l'a pas dit? Peut-on raconter de telles balivernes? S'écria Suzy, avec une magnifique indignation affectée. Qu'est-ce que de vieilles feuilles de lierre peuvent bien avoir à voir avec ta guérison? Et dire que tu l'aimais tant, ce vieux lierre. Allons, ne sois pas stupide. Le docteur m'a dit ce matin que tu avais... Voyons, combien m'a-t-il dit exactement? Oui, c'est bien ça. 10 chances contre une de t'en tirer.
Et c'est à peu près les mêmes chances qu'on a de s'en sortir quand on prend le tramway ou qu'on passe près d'un chantier. Essaie d'avaler un peu de soupe maintenant et laisse ta petite Suzy finir son dessin pour qu'elle puisse aller le vendre au magazine. Avec ça, j'achèterai du Porto pour ma petite malade et des côtelettes de porc pour son petit estomac. Il n'y a plus besoin d'acheter du Porto, dit Joanie, les yeux toujours fixés sur la fenêtre. En voilà une autre qui s'en va. Non, je ne veux pas de soupe. Il en reste juste 4. Je veux voir tomber la dernière avant la nuit. Et alors, moi aussi je partirai. Joanie chérie, veux-tu me promettre de fermer les yeux et de ne pas regarder par la fenêtre jusqu'à ce que j'ai fini mon travail? Il faut que je livre ces dessins demain. Si je n'avais pas besoin de lumière, j'aurais baissé le store. Ne pourrais-tu pas dessiner dans l'autre pièce? Demanda Joanie, froidement. Je préfère rester auprès de toi, répondit Suzy. Et puis, je ne veux pas que tu continues à regarder ces vilaines feuilles de lierre. Viens me prévenir dès que tu auras fini, parce que je veux voir la chute de la dernière. Je suis fatigué d'attendre, je suis fatigué de penser. Je veux me détacher de tout et tomber en voltigeant comme l'une de ces pauvres feuilles, fatiguées. Essaie de dormir, répondit Suzy. Il faut que j'aille chercher Berman pour qu'il me serve de modèle pour mon vieil ermite. J'en ai pour 1 minute. Ne bouge pas jusqu'à ce que je revienne. Berman était un vieux peintre qui vivait au rez-de-chaussée. Il avait plus de 60 ans et portait une barbe à la Michel-Ange, longue et frisée, qui descendait d'un crâne de satyre jusqu'à son petit corps de gnome. Il était considéré comme un artiste raté. Pendant 40 ans, il avait manié les pinceaux sans jamais parvenir à atteindre ne serait-ce que les marges du véritable art. Il avait toujours été sur le point de peindre un chef-d'œuvre, mais il ne l'avait jamais commencé. Depuis plusieurs années, il ne peignait plus rien, sauf à l'occasion quelques croûtes pour la réclame. Il gagnait un peu d'argent en posant comme modèle amateur pour les jeunes artistes de la colonie qui n'avaient pas les moyens de se payer des modèles professionnels. Il buvait trop de gin, parlait sans cesse de son chef-d'œuvre à venir et pour le reste, il était un petit homme bourru, sarcastique envers les faiblesses humaines, mais se comportant comme un chien de garde protecteur envers les 2 jeunes femmes qui habitaient au-dessus de lui. Suzy entra dans l'antre obscur de Berman, où flottait une forte odeur de gin. Dans un coin, sur un chevalet, une toile blanche attendait depuis 25 ans le premier coup de pinceau du fameux chef-d'œuvre. Suzy lui parla de l'idée fixe de Joanie, de sa peur de la voir s'éteindre doucement, comme une feuille tombant au vent. Les yeux rouges de Berman s'embuèrent de larmes, mais il s'emporta bruyamment. « Quoi? Il y a des gens dans ce monde assez idiots pour mourir parce que des feuilles d'un sacré lierre se détachent? Je n'ai jamais entendu une bêtise pareille. Non, je ne veux pas poser pour votre espèce de vieille ermite. Pourquoi lui permettez-vous de se mettre de telles sottises en tête? Ah, cette pauvre mademoiselle Joanie, elle est très malade et très faible, répliqua Suzy. La fièvre a rempli son esprit d'idées étranges. Très bien, monsieur Berman, si vous ne voulez pas poser pour moi, tant pis. Mais je pense que vous êtes un horrible vieux schnock. Ah, voilà bien les femmes, s'écria Berman. Qui vous a dit que je ne voulais pas poser? Allons, je viens avec vous. Il y a une demi-heure que j'essaie de vous dire que je suis prêt. Mon Dieu, dire que cette pauvre petite Joanie est tombée malade dans une maison pareille. Ah, un jour, je peindrai un chef-d'œuvre et nous sortirons tous d'ici. Oui, mon Dieu, oui. Joanie dormait lorsqu'ils arrivèrent à l'étage. Suzy baissa le store jusqu'en bas et fit signe à Berman de la suivre dans l'autre pièce. Là, ils regardèrent silencieusement, avec anxiété,
en direction du vieux lierre. Puis ils échangèrent un regard, sans un mot. Une pluie froide tombait, mêlée de flocons de neige. Berman, dans sa vieille chemise bleue, s'assit sur un chaudron retourné et commença à poser pour l'ermite. Lorsque Suzy s'éveilla le lendemain matin, après avoir dormi à peine 1 heure, elle trouva Joanie qui regardait fixement le store de ses yeux sombres et grands ouverts. « Lève-le, je veux voir, » dit-elle à Suzy d'une voix faible. D'un air las, Suzy obéit. Et voyez, malgré la pluie battante et les sauvages coups de vent qui avaient duré presque toute la nuit, il restait encore sur le vieux mur de briques une feuille de lierre. C'était la dernière de toutes. Elle était encore vert sombre près de la tige, mais son extrémité était jaune et flétrie, comme celle de toutes les feuilles qui s'apprêtent à tomber. Et cependant, elle était là, bravement attachée à une branche, 20 pieds au-dessus du sol. « C'est la dernière, » dit Joanie. « Je pensais bien qu'elle tomberait cette nuit. J'ai entendu le vent. Elle tombera aujourd'hui, et je mourrai à la même heure. »« Petite chérie, » s'écria Suzy en penchant vers son amie son visage aux traits tirés. « Pense à moi si tu ne veux pas penser à toi. Que deviendrais-je sans toi ?» Mais Joanie ne répondit pas. Ce qu'il y a de plus solitaire au monde, c'est une âme qui se préparait à partir pour son lointain et mystérieux voyage. Son idée fixe semblait la posséder de plus en plus fortement, au fur et à mesure que les liens qui la retenaient à la terre et à l'amitié se détachaient. La journée se passa, et le soir, au crépuscule, elle pouvait encore apercevoir la feuille de lierre solitaire accrochée à sa tige le long du mur. Et alors, comme la nuit tombait, le vent du nord se déchaîna de nouveau, tandis que la pluie continuait de battre contre les fenêtres et ruisselait le long des vitres. Le lendemain matin, dès qu'il fit jour, Joanie exigea impitoyablement que le store fût levé. La feuille de lierre était toujours là. Joanie la considéra longuement sans bouger, puis elle appela Suzy qui était dans la cuisine. « Suzy, chérie, j'ai été une méchante fille. Cette dernière feuille de lierre est restée là pour me montrer que j'agissais mal. C'est un péché que de vouloir mourir. Tu peux m'apporter un peu de bouillon maintenant, et aussi du lait avec un peu de porto dedans. Et puis, non, apporte-moi d'abord un miroir, et mets-moi un oreiller dans le dos. Je veux m'asseoir et te regarder cuisiner. » 1 heure plus tard, elle dit « Suzy, j'espère bien un jour pouvoir aller peindre la baie de Naples. » Le docteur vint dans l'après-midi, et Suzy l'accompagna sur le palier lorsqu'il partit. « 50 chances sur 100 aujourd'hui, » dit le docteur avec un bon sourire en serrant la main frêle de Suzy. « En faisant bien attention à elle, vous la sauverez. Maintenant, je vais voir un autre malade en bas, au rez-de-chaussée. Berman, je crois, est son nom. Une espèce d'artiste. Encore un cas de pneumonie. C'est un vieillard très affaibli, et l'attaque est sévère. Je ne crois pas qu'il y ait de l'espoir pour lui, mais je le fais transporter à l'hôpital aujourd'hui, afin qu'il soit un peu plus confortable, le pauvre vieux. » Le lendemain, le docteur dit à Suzy « Elle est hors de danger. Vous l'avez sauvée. De la nourriture et des soins maintenant, c'est tout. » Cet après-midi-là, Suzy s'approcha du lit où Joanie était en train de tricoter avec satisfaction une écharpe en laine bleue et lui entoura le cou de ses bras. « Ma petite souris blanche, j'ai quelque chose à te dire. Monsieur Berman est mort de la pneumonie à l'hôpital aujourd'hui. Il n'a été malade que 2 jours. Le matin où ça l'a pris, le concierge l'a trouvé dans son appartement en bas, gémissant de douleur. Ses souliers et ses vêtements étaient trempés et vraiment glacés. Tout le monde se demandait où il avait bien pu passer cette terrible nuit. Et alors,
On a trouvé une lanterne encore allumée, une échelle qui avait été tirée dans la cour, des pinceaux qui traînaient par terre et une palette sur laquelle se voyaient encore des traces de couleur verte et jaune. Et je peux bien te le dire maintenant, chérie, regarde par la fenêtre, regarde la dernière feuille de lierre qui est sur le mur. Est-ce que tu ne t'étais pas demandé pourquoi elle ne voltigeait pas lorsque le vent soufflait? Eh bien, chérie, c'est le chef-d'œuvre de Berman. C'est lui qui l'a peinte sur le mur la nuit où la dernière feuille est tombée. La petite fille aux allumettes. Un conte de Hans Christian Andersen. Comme il faisait froid. La neige tombait et la nuit n'était pas loin. C'était le dernier soir de l'année, la veille du jour de l'an. Au milieu de ce froid et de cette obscurité, une pauvre petite fille passa dans la rue, la tête et les pieds nus. Elle avait, il est vrai, des pantoufles en quittant la maison, mais elles ne lui avaient pas servi longtemps. C'étaient de grandes pantoufles que sa mère avait déjà usées, si grandes que la petite les perdit en se pressant de traverser la rue entre deux voitures. L'une fut réellement perdue. Quant à l'autre, un gamin l'emporta avec l'intention d'en faire un berceau pour son petit enfant, quand le ciel lui en donnerait un. La petite fille cheminait avec ses petits pieds nus qui étaient rouges et bleus de froid. Elle avait dans son vieux tablier une grande quantité d'allumettes et elle portait à la main un paquet. C'était pour elle une mauvaise journée. Pas d'acheteur, donc pas le moindre sou. Elle avait bien faim et bien froid, bien misérable mine. Pauvre petite. Les flocons de neige tombaient dans ses longs cheveux blonds, si gentiment bouclés autour de son cou. Mais songeait-elle seulement à ses cheveux bouclés? Les lumières brillaient aux fenêtres, le fumet des rôtis s'exhalait dans la rue. C'était la veille du jour de l'an. Voilà à quoi elle songeait. Elle s'assit et s'affaissa sur elle-même dans un coin, entre deux maisons. Le froid la saisit de plus en plus, mais elle n'osait pas retourner chez elle. Elle rapportait ses allumettes et pas la plus petite pièce de monnaie. Son père la battrait. Et du reste, chez elle, est-ce qu'il ne faisait pas froid aussi? Il logeait sous le toit, et le vent soufflait au travers, quoique les plus grandes fentes eussent été bouchées avec de la paille et des chiffons. Ses petites mains étaient presque mortes de froid. Qu'une petite allumette leur ferait du bien, si elle osait en tirer une seule du paquet, la frotter sur le mur et réchauffer ses doigts. Elle en tira une. Comme elle éclata, comme elle brûla. C'était une flamme chaude et claire comme une petite chandelle quand elle la couvrit de sa main. Quelle lumière bizarre! Il semblait à la petite fille qu'elle était assise devant un grand poêle de fer orné de boules et surmonté d'un couvercle en cuivre luisant. Le feu y brûlait si magnifique, il chauffait si bien. Mais qu'y a-t-il donc? La petite étendait déjà ses pieds pour les chauffer aussi. La flamme s'éteignit, le poêle disparut. Elle était assise, un petit bout de l'allumette brûlé à la main. Elle en frotta une seconde, qui brûla, qui brilla, et, là où la lueur tomba sur le mur, il devint transparent comme une gaze. La petite pouvait voir jusque dans une chambre où la table était couverte d'une nappe blanche, éblouissante de fine porcelaine, et sur laquelle une oie rôtie, farcie de pruneaux et de pommes, fumait avec un parfum délicieux. Ô surprise, ô bonheur! Tout à coup, l'oie sauta de son plat et roula sur le plancher, la fourchette et le couteau dans le dos, jusqu'à la pauvre fille. L'allumette s'éteignit. Elle n'avait devant elle que le mur épais et froid. En voilà une troisième allumée. Aussitôt,
Elle se vit assise sous un magnifique arbre de Noël. Il était plus riche et plus grand encore que celui qu'elle avait vu à la Noël dernière, à travers la porte vitrée chez le riche marchand. 1000 chandelles brûlaient sur les branches vertes et des images de toutes couleurs, comme celles qui ornent les fenêtres des magasins, semblaient lui sourire. La petite éleva les 2 mains. L'allumette s'éteignit. Toutes les chandelles de Noël montaient, et elle s'aperçut, alors que ce n'étaient que les étoiles. Une d'elles tomba et traça une longue raie de feu dans le ciel. C'est quelqu'un qui meurt. Lorsqu'une étoile tombe, c'est qu'une âme monte à Dieu. Elle frotta encore une allumette sur le mur. Il se fit une grande lumière au milieu de laquelle était la grand-mère debout, avec un air si doux, si radieux. « Grand-mère, s'écria la petite, emmène-moi. Lorsque l'allumette s'éteindra, je sais que tu n'y seras plus. Tu disparaîtras comme le poêle de fer, comme l'oie rôtie, comme le bel arbre de Noël. » Elle frotta promptement le reste du paquet, car elle tenait à garder sa grand-mère, et les allumettes répandirent un éclat plus vif que celui du jour. Jamais la grand-mère n'avait été si grande ni si belle. Elle prit la petite fille sur son bras, et toutes les deux s'envolèrent joyeuses au milieu de ce rayonnement, si haut, qu'il n'y avait plus ni froid, ni faim, ni angoisse. Elles étaient chez Dieu. Mais dans le coin, entre les 2 maisons, était assise, quand vint la froide matinée, la petite fille, les joues toutes rouges, le sourire sur la bouche. Morte de froid, le dernier soir de l'année. Le jour de l'an se leva sur le petit cadavre, assis là avec les allumettes, dont un paquet avait été presque tout brûlé. « Elle a voulu se chauffer, » dit quelqu'un. Tout le monde ignora les belles choses qu'elle avait vues, et au milieu de quelle splendeur elle était entrée avec sa vieille grand-mère dans la nouvelle année. Je vous souhaite bonne nuit et vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires.